Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour tout le monde. Un immense plaisir de vous recevoir sur ce 12e, et oui, le 12e webinaire d'une série de 14 dans le cadre du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat, sous la thématique passer de la performance à l'excellence. Donc, encore une fois, un bon contenu tout au long de notre parcours, tout au long de ces 2 semaines qui tirent à leur fin. Et je tiens d'entrée de jeu à souligner la contribution exceptionnelle de Bronco Marketing et de GB Studio qui m'accompagnent dans la diffusion et dans la qualité de la diffusion aussi. Et quand je parle de qualité, je parle de qualité de contenu. Et aujourd'hui, en termes de qualité de contenu, nous avons un invité tout à fait spécial. Donc, c'est François Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et François va nous entretenir d'un sujet qui est très d'actualité et qui concerne grandement notre économie et notre société ici au Québec. Donc, PME en action, surmonter les défis et stimuler la croissance. Donc, François va nous permettre de découvrir des clés essentielles pour relever les défis en termes de gestion d'entreprise et propulser votre croissance. On va explorer ensemble ces défis-là au niveau des PME, de la création d'entreprise à la gestion quotidienne. Des stratégies concrètes pour renforcer votre entreprise, renforcer la relève entrepreneuriale également, stimuler la croissance, puis assurer et s'assurer d'avoir des entreprises qui sont pérennes. Donc, préparez-vous à transformer vos défis en opportunités, puis à bâtir des ponts prospères vers la réussite et la réalisation comme entrepreneur à l'intérieur de vos entreprises respectives. Et sans plus tarder, je laisse la parole à François Vincent. François, la parole est à toi. Bonjour, merci beaucoup François pour l'organisation de ce sommet, puis également l'invitation à pouvoir participer puis livrer le contenu qu'on a. Merci beaucoup de dire aussi que la qualité du contenu. La qualité du contenu, c'est nos membres qui la donnent. Puis maintenant, je vais commencer ma conférence. Que tout le monde... OK, super, là, c'est excellent. Obstacles à la création et la gestion d'entreprise, les façons de stimuler la croissance et la relève entrepreneuriale. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va faire une présentation de la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il y a peut-être plusieurs gens qui... on a entendu un peu parler, mais je pense que c'est important de mettre ça, là, de la présenter. Ensuite, on va y aller plus précisément dans les PME québécoises. C'est quoi? Ça veut dire quoi pour l'économie? C'est quoi au niveau de leur réalité économique? Ensuite, on va entrer plus dans le sujet là, de pourquoi un entrepreneur a créé son entreprise, quelles étaient les barrières. On ne peut pas passer sous silence la relève entrepreneuriale. Puis après ça, un des... je pense, des éléments majeurs qui s'en viennent, c'est l'automatisation. Puis je veux conclure sur ce sujet. Maintenant, la FCEI, c'est une organisation qui a été fondée en 1971. On est la plus grosse organisation qui regroupe les PME au pays. On a 97 000 membres au Canada, puis 21 000 au Québec. Ça, ce sont nos chiffres officiels, mais on a une croissance dans les dernières années. Là, puis au Québec, on est plus rendu au niveau de 22 500 presque entreprises. On est 100% financé par nos membres. On ne reçoit aucune subvention gouvernementale. C'est pour ça que vous voyez qu'on est probablement très direct dans nos sorties. Puis, on est une organisation à pyramide inversée. Donc, vous voyez la composition des membres. On est partout dans le Canada, puis on est dans tous les secteurs d'activité économique. Je peux donner un exemple. Là, au Québec, on a au-dessus de 2500 manufacturiers. On a 5000 dans le commerce de détail. On a plus que 2000 dans la construction. On est vraiment présent dans toutes les régions, dans tous les secteurs d'activité économique. Vous nous avez peut-être vu dans les médias. J'interviens beaucoup pour les petites et moyennes entreprises. On est l'organisation la plus reprise dans les médias.
Les médias français, vous voyez les mentions médias francophones depuis 2020, on a entre 7 000 et plus de 10 000 mentions francophones. Cette année, on a atteint 8 000 hier. Et on s'enligne vers 9 500. Ça veut dire quoi en gros? Bien, comme les données que je vais vous partager, bien, c'est ce qu'on va partager. Puis donc, ça fait en sorte que c'est pris en considération par les décideurs gouvernementaux. On est très actif au niveau du lobby aussi. Ça, c'est la photographie de l'année passée. On a fait 24 publications, des mémoires, des rapports, des études. Et 10 lettres ouvertes. Donc, on permet d'avoir un véhicule pour la petite entreprise de se faire entendre sur ces enjeux et de proposer des pistes de solutions concrètes pour les aider dans leur croissance. On a d'autres éléments qui peuvent aider. Je vais y passer rapidement. On a un service d'appui pour les ressources humaine, parce que plus l'entreprise est petite, moins elle va avoir un département de ressources humaines. On est vraiment là pour pouvoir épauler les entrepreneurs à être en affaires pour leurs affaires. On a aussi plusieurs guides et politiques, des manuels d'employés qui sont sans frais supplémentaires. On a des programmes spécifiques pour les entrepreneurs qui vont être filés toutes les économies dans les poches des entrepreneurs. On ne prend pas de ristourne, zéro. Et des partenaires affiliés assez intéressants. Encore plus, je ne vais pas passer trop de temps sur ça, mais comme vous voyez, on met le dirigeant d'entreprise au cœur de notre processus. Puis grâce justement à leur participation, parce qu'on va faire des sondages pour avoir le pouls des entrepreneurs, on a un département de la recherche qui est capable d'avoir vraiment une perspective assez intéressante sur qu'est-ce qui se passe au niveau économique. Avant d'aller là-dedans, on parle, on entend souvent parler des grandes entreprises, des grands investissements ou des petites entreprises qui sont devenues vraiment grosses. Je ne nommerai pas, vous le savez. Bien, on oublie trop souvent que notre économie de toutes les régions économiques, là, pas la moitié de toutes les régions économiques, est portée par la petite entreprise. Là. Vous le voyez sur ce graphique-là qui est hyper parlant. Des données de Statistique Canada qui avaient été dans le portrait économique du ministère de l'Économie. Toutes les régions ont entre 89 et 95 d'entreprises de moins de 50 employés. La moyenne pour le Québec, c'est 94 des entreprises qui ont moins de 50 employés. Puis vous voyez le nombre de régions des entreprises de moins de 5 employés. Donc oui, on parle de grandes entreprises, de gros donneurs d'ordre, mais qu'est-ce qui assure la résilience économique de notre province et de notre pays? C'est la petite entreprise. Probablement qu'il y en a plusieurs qui assistent à la conférence. Je vous remercie de vous être lancés en entrepreneuriat. C'est ce qui nous permet de pouvoir générer de la croissance, de pouvoir générer des collectivités qu'on aime. Puis donc, c'est important que le gouvernement prenne en considération cette réalité-là et la réalité particulière des petites et moyennes entreprises. Puis c'est pas mal, c'est pour ça qu'on existe. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a été la situation des PME? On a créé l'année passée un indicateur, on a repris, je vais redire ça pour être plus clair, on a un indicateur économique qui a été créé depuis 15 ans à la FCI, c'est le baromètre mensuel des affaires. C'est un indicateur qui regarde la confiance des entreprises, puis qui est regardé par la Banque du Canada, par les ministères des Finances des provinces, par le ministère des Finances du Canada. Puis dans le fond, on est capable de voir où est le niveau de confiance, comment ils voient leurs 12 prochains mois de comparatif, leurs 12 prochains mois, est-ce qu'ils voient ça positivement, négativement? Puis donc, on est capable d'avoir un indice comme ça. Quand l'indice est à 60, l'économie roule à plein régime. Donc, pour être capable d'avoir des données par secteur, puis par région administrative, bien, on a annualisé les résultats. Donc, ce que vous voyez, c'est dans les 15 dernières années où se situait par année la confiance des PME. Bien, vous le voyez assez bien là, quand il y a eu la pandémie ici, qu'il y a eu une chute dramatique du baromètre. Puis, une petite anecdote comme ça, quand on était là, il a fallu refaire nos tableaux parce que ça passait en dessous de
de ce qu'on avait, d'habitude. Ensuite, on a eu une remontée quand même assez grande parce qu'on passe d'un moment où l'économie est fermée complètement à là, il y a des ouvertures, donc la confiance remonte, c'est sûr. Puis ensuite, depuis, on a vu une diminution assez grande de la confiance des PME québécoises. Puis on voit ici que la confiance est sous la moyenne de l'ensemble des années depuis les 15 dernières années, sauf la pandémie, mais 2020, je ne pense pas qu'on peut prendre ça comme base économique parce que, je veux dire, c'était une situation hors du commun. Pourquoi? On va voir pourquoi. Non, qu'est-ce que ça a fait comme impact? Désolé, bien, il y a eu une diminution des dépenses en capital des PME dans toutes les catégories. Vous le voyez assez clairement. Dans un moment où ces investissements-là sont importants pour permettre aux entreprises de se positionner par rapport à l'avenir, d'investir justement dans l'informatisation, dans l'automatisation, pour justement positionner leur entreprise. Donc, ça, c'est l'impact principal. Puis, c'est pas bon pour les PME, c'est pas bon pour l'économie. Maintenant, est-ce que ça va aussi mal cette année? Non, ça va mieux. Ça va vraiment mieux, mais comme vous voyez, le Québec, on est encore dans le bas de peloton des provinces quant à la confiance des entreprises, mais vous voyez quand même 55,2, c'est pas mal mieux que le 47,3. Puis on est à 5 points pour que l'économie roule à plein régime, entre 60 et 65. Mais ici, le petit point là, que vous voyez, là, je ne sais pas si le petit point qui est à côté du 55,2, c'est l'historique de la confiance des PME dans les 15 dernières années. Donc, le Québec, on est encore en dessous de la moyenne historique, puis ça, c'est pour un 30e mois consécutif. Donc, il y a des actions nécessaires qui doivent être mises pour aider nos petites entreprises à passer à une autre étape. Puis l'augmentation de la confiance qu'on a vue est beaucoup plus reliée aux décisions de la Banque du Canada de réduire ses taux qu'à des décisions du gouvernement québécois. Comment on peut expliquer cette baisse de confiance-là? Quelle est la réalité qui est vécue actuellement? Bien, ça, c'est deux éléments du baromètre des affaires qui est assez intéressant. Là, c'est des données qui sont pour septembre au Canada, mais c'est la même narrative qui se passe au Québec et la même chose qui s'est passée durant l'année 2023 par rapport à 2022. D'un côté, à droite, vous voyez les principales pressions sur les coûts dans toutes les catégories, toutes. Les pressions sur les coûts sont plus importantes que la moyenne sur 15 ans d'indicateurs. Vous voyez le point, c'est l'élément de la moyenne sur 15 ans. Puis de l'autre côté, bien, qu'est-ce qui limite mes ventes puis ma production en tant qu'entreprise? Bien, le numéro 1 au Canada, c'est la demande insuffisante qui est intérieure ou extérieure. Les gens, il y a moins de ventes, les gens achètent moins. Puis on voit que c'est nettement supérieur à la moyenne sur 15 ans. Au Québec, la distinction, c'est que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et la demande insuffisante sont à égalité. À peu près la moitié des entreprises qui vivent cet élément-là. Puis ensuite de ça, bien, il y a le manque de fonds de roulement qui rejoint le 3 PME sur 10 et qui est plus grand que l'ensemble de nos données sur 15 ans. Donc, ça ne prend pas un doctorat en mathématiques, en économie ou en entrepreneuriat pour voir que ces deux calculs-là ne fonctionnent pas. Donc, nous, on va être très actifs pour pour faire en sorte que les gouvernements donnent un break aux entrepreneurs, puis pour qu'ils soient capables justement là, de faire face à ces pressions sur les coûts, puis de pouvoir investir dans les éléments stratégiques. Maintenant, pourquoi on devient entrepreneur? Nous, on pense que c'est important de revenir là-dessus parce que souvent, on va parler des petites entreprises ou de la création d'entreprises, puis on va dire, ben, on veut avoir les prochains Couche-Tard, les prochains Bombardier. Mais l'entrepreneuriat, si un entrepreneur, est-ce qu'il va vraiment lancer son entreprise pour devenir une multinationale puis d'ouvrir des bureaux partout à travers le monde? Non. L'entrepreneuriat ou la personne qui lance son entreprise, la première raison, c'est vraiment pour être son propre patron puis prendre ses propres décisions.
Un deuxième élément qui pousse la personne à se lancer en entrepreneuriat, c'est de bâtir une entreprise qui fait sa fierté puis qui peut le léguer. Puis ensuite de ça, vient de me concentrer à ma passion puis à mes intérêts. Fait que dans le fond, c'est que les gens, là, ils ont décidé de se lancer dans le vide pour être capables de faire ce qu'ils aiment le plus au monde. Donc, en gros, ils veulent être leur propre boss, ils veulent pouvoir créer des jobs, mais ils ne veulent pas nécessairement grossir comme c'est pas possible, mais bien vivre puis faire vivre la région dans laquelle ils ou elles habitent. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Oui, il y a des gazelles qui vont partir puis qui vont devenir énormément grandes, ou il y a des entrepreneurs qui vont vouloir devenir faire grossir leur entreprise tout le temps, mais il ne faut jamais oublier que le fondement de lancer une entreprise ou de l'entrepreneuriat, c'est de permettre aux gens de pouvoir réaliser leurs rêves puis de bien vivre de ce qu'ils aiment faire. Ensuite, on a demandé, comment ils définissent le succès dans leur entreprise. Gagner assez d'argent pour vivre confortablement, s'épanouir, ressentir de la satisfaction, bâtir une réputation qui est solide, avoir un effet positif sur la société ou sur la communauté, développer les activités de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est réussir sa vie, son travail, vie personnelle. Donc, on voit vraiment que les entrepreneurs, c'est ça, ils veulent juste pouvoir vivre de ce qu'ils aiment faire. Et si on veut avoir une démocratie vivante, une économie vivante, des régions vibrantes, il faut justement diminuer les contraintes puis permettre aux gens de voir l'entrepreneuriat, la création de leur propre job, puis des emplois pour des personnes qui viennent dans leur projet d'entreprise comme une voie à suivre positive et simple. Les freins qu'ils ont notés pour justement la gestion des entreprises, quand ils ont leur entreprise, c'est quoi, là, au bout de la ligne, qui a été le plus complexe ou le plus compliqué pour eux? 64%, c'est jouer plusieurs rôles au sein de l'entreprise à 64%. 55%, trouver et accéder du financement pour mon entreprise. À moitié concilier travail, vie personnelle, puis ensuite de ça, retenir des employés. Puis vous allez voir que tous ces éléments-là, ils sont interreliés parce que quand on lance une entreprise, c'est rare qu'on lance une entreprise à 500 employés. On va lancer une entreprise avec peu d'employés. Puis quand on est peu d'employés, comme on va le voir dans les diapositives qui arrivent, le fardeau administratif et réglementaire est plus important. La charge financière de développement est plus grande sur la proportion de l'entreprise. Et ensuite de ça, quand on a une pénurie de main-d'œuvre, ça affecte de façon disproportionnée l'entreprise, puis ça tombe ensuite de ça sur les épaules du dirigeant d'entreprise. Donc, nos données confirment justement ce que les entrepreneurs ont vu comme étant un frein à la création et à la gestion d'une entreprise de personnes qui se lancent en entrepreneuriat. Maintenant, les obstacles à l'entrepreneuriat de ce qu'on voit de nos données économiques. Le premier, c'est la paperasserie, qui est inversement proportionnelle à la grandeur de l'entreprise. Là, ici, j'ai mis la moyenne d'heures consacrées chaque année à la réglementation par employé par les entreprises. Donc, vous voyez que c'est 165 heures par employé qui est consacré pour une entreprise de moins de 5 employés, comparativement à 17 pour une entreprise de 100 employés et plus. Donc, on voit tout le poids du volume du fardeau administratif et réglementaire. Pour qu'est-ce qui est du coût, on a aussi une analyse sur le coût. C'est 7 000 $ que ça coûte par année, par employé pour une entreprise de moins de 5 employés, comparativement à une entreprise de 100 ou plus, ça va être 1 200 et quelques dollars. Donc, c'est 5 fois plus lourd pour une entreprise qui a moins de 5 employés. La paperasserie a aussi un impact pour réduire la productivité des entreprises à 80%. À 80%, on juge que l'excès de réglementation limite la productivité de leur entreprise. C'est assez compréhensible, là. La productivité, c'est le nombre d'heures travaillées ou investissement pour
produire un bien ou un service. C'est sûr que si on rajoute du papier puis que c'est inversement proportionnel à la grandeur de l'entreprise, la paperasserie a un impact direct de limiter la productivité des petites entreprises et de l'entrepreneuriat. Ensuite de ça, plus on est petit, plus qu'on va être impliqué au sein de tous les éléments de notre entreprise. Le dirigeant d'entreprise, c'est lui qui va être sur le plancher, qui va faire le recrutement, qui va planifier l'entreprise, qui va compenser quand il y a des employés qui manquent, qui va faire du développement des affaires. Donc, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont des chefs d'orchestre de leur entreprise. Mais cet élément-là a un impact de faire en sorte que beaucoup de programmes gouvernementaux qui vont tomber entre les cracks parce que le dirigeant d'entreprise est impliqué directement là-dedans. Vous le voyez, là, le troisième, je l'ai le mot en anglais, statement, là, vous m'excuserez. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que les dirigeants de PME ne sont pas au courant des programmes qui sont en place. C'est un peu normal. Ensuite de ça, la moitié des PME, c'est le dirigeant d'entreprise qui va recueillir les renseignements, qui va présenter les demandes de crédit d'impôt. Donc, on revient à la diapo d'avant, cette difficulté d'accès au financement. Ces crédits d'impôt-là, c'est difficile, c'est plus difficile pour les dirigeants d'entreprise parce qu'ils ne sont pas au courant, puis parce que les dirigeants d'entreprise ont les deux mains dedans. Le 51%, plus on réduit le nombre d'employés selon notre données statistiques, plus la proportion va augmenter. Donc, plus l'entreprise est petite, là, plus que le dirigeant va être impliqué directement dans la prospection, dans le recueillement de renseignements, dans le présentement des demandes et le suivi des demandes. Ça, on a travaillé fort là-dessus, là, puis on a fait en sorte que Revenu Québec ait eu une annonce puis une offensive pour rejoindre directement les entreprises ciblées. Puis, on continue pour faire en sorte justement aussi que les autres ministères puissent être capables d'être plus proactifs pour rejoindre l'entrepreneur et de trouver des portes d'accès aussi dans les régions pour leur donner tous les outils nécessaires à leur réussite et à leur croissance. On ne peut pas passer sous silence le fardeau administratif, le fardeau fiscal également. Le Québec, on donne beaucoup de subventions ou de crédits d'impôt, mais comme je vous ai montré, ils ne tombent pas dans les poches des entrepreneurs. D'ailleurs, Revenu Québec, dans le budget, quand ils ont parlé de leur offensive, il y a 14% des entreprises qui vont utiliser les crédits d'impôt, principalement là parce que c'est complexe d'aller chercher l'information par manque de temps. Donc, il y a peut-être bien des sommes qui sont disponibles, ils ne sont pas utilisées par les entrepreneurs. Puis, on est la seule province qui ne donne même pas le taux d'impôt réduit pour les plus petites entreprises. Ils ne donnent pas accès au taux d'impôt pour petites entreprises, des plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services. Donc, elles doivent payer un taux d'impôt de 259% plus élevé que la même entreprise qui va avoir moins de 3 employés dans n'importe quelle autre province, qui n'aura pas cette distinction-là, puis va payer 259% de plus qu'une même entreprise de son secteur qui va avoir 4 employés puis qui va être de l'autre bord de sa rue. Il y a 8 provinces qui ont un taux d'impôt pour PME plus bas que le Québec. Et en plus de ça, on est la place où il y a les taxes sur la masse salariale les plus élevées du pays, 30% plus élevées que la moyenne canadienne. Ça inclut le Québec. Donc, la proportion est encore plus élevée que ça. Puis ensuite, on est les seuls qui vont avoir une taxe sur la masse salariale provinciale, le Fonds de services de santé, qui n'a pas d'exemption de base pour les petites entreprises. Donc, nous, on travaille très fort à la FCEI pour réduire le fardeau fiscal des petites entreprises, pour leur donner la possibilité d'investir cet argent-là selon la priorité de leur entreprise. On a 200 établissements de petites entreprises, plus de 200 000 établissements employeurs de petites entreprises, de PME. Il y a plus de 200 000 sièges sociaux au Québec. Il va y avoir des réalités et des défis qui sont différents. Puis quand on demande aux entreprises qui feraient d'une réduction du fardeau fiscal, ils vont augmenter les salaires de leurs employés, ils vont investir dans la productivité, ils vont investir dans l'automatisation. Et puis les dernières choses qu'ils font, c'est qu'ils augmentent leurs dividendes. Donc, ils vont vraiment penser à leurs employés, à l'avenir de leur projet d'entreprise et à faire prospérer l'entreprise pour le dynamisme économique de la région. Relève entrepreneuriale, on en commence à en parler un peu plus, puis ça vient par cycle, mais on a entendu beaucoup parler de la pénurie de main-d'œuvre.
Mais la pyramide des âges est la même pour les dirigeants d'entreprise, hein? Donc, le fait que le faisceau de lumière a été mis sur les employés, bien, ça a peut-être fait oublier que les dirigeants d'entreprise vont aussi partir à la retraite. Là, c'est le 3/4 des entreprises des dirigeants d'entreprise qui vont céder le flambeau d'ici 10 ans. Puis, il y a le CETEC, qui est le centre de transfert d'entreprise, pour aider le transfert d'entreprise. D'ailleurs, on a une entente avec eux. Eux, ils ont fait une étude qui démontre qu'il y a plus de reprises d'entreprises que de création d'entreprises maintenant. Donc ça, c'est un nouveau paradigme. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner des opportunités professionnelles d'entrepreneuriat à des personnes qui auraient voulu se lancer, mais au lieu de se lancer à zéro, là, ils peuvent reprendre un fonds de commerce ou une entreprise déjà établie, puis déjà arriver à l'étape 2 de la création d'entreprise. Donc oui, c'est un enjeu, mais ça représente une énorme opportunité pour le développement de l'entrepreneuriat des affaires au Québec. Méthode de départ, l'entrepreneur veut vendre à un acheteur qui ne fait pas nécessairement partie de la famille. Donc, s'il y a un entrepreneur dans une région, il y a des opportunités, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans sa famille de racheter une entreprise. Puis, on voit également le transfert de vendre à plusieurs de mes employés. Là, ça touche le corps des entreprises. Donc, il y a vraiment des belles opportunités dans les régions. Puis, ici, le temps passe, alors je vais y aller rapidement. Là. Ici, les obstacles à la planification de la relève. Puis ça, ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas préparés, puis il faut les aider à se préparer. C'est vraiment de trouver un acheteur qui convient, déterminer la vente de l'entreprise, puis ensuite de ça, voir comment il va faire pour faire la suite des choses. Donc, on travaille activement aussi pour épauler les entrepreneurs. À cet égard, ce qui est vraiment intéressant ici, là, c'est que les entrepreneurs, quand ils vont vendre, ce qu'ils veulent faire, c'est protéger les employés qui sont en poste. Ils veulent obtenir un prix élevé, c'est leur fonds de retraite, c'est un peu normal, mais ensuite, ils veulent aussi maintenir leur entreprise, laisser un héritage. Donc, on voit là qu'il y a une perspective dans le transfert d'entreprise. On pourrait dire, oh my God, là, ça va tout être vendu à des intérêts étrangers. Non, parce que l'entrepreneur, il veut pouvoir maintenir puis léguer quelque chose puis protéger les emplois qui sont en place. Donc, saisissons l'opportunité au cours des prochaines années de bien accompagner les personnes à la relève puis de bien accompagner aussi les futurs entrepreneurs qui voudraient faire partie de cette relève et être un repreneur. Finalement, automatisation, ça, c'est un élément qui est majeur parce qu'on a parlé beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Nous, on a demandé à nos entrepreneurs, c'était quoi les différents véhicules qu'ils ont pris pour justement faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Il y a 33% des PME au Canada qui ont utilisé l'automatisation, puis le taux de réussite est à 81%. C'est de loin la solution qui est la plus efficace pour les entreprises. Puis dans le contexte qui s'en vient, avec les départs massifs à la retraite, avec des possibles diminutions des seuils d'immigration, l'automatisation représente vraiment un levier pour positionner nos entreprises, améliorer la productivité, mais de les aider à relever le défi de la pénurie de main-d'œuvre. Puis l'automatisation, là, il y a un dessin de bras de robots, mais c'est pas juste des robots, là, c'est d'être capable d'automatiser aussi tes processus pour réaliser la même chose avec moins d'employés ou moins de demandes ou d'implications d'employés. La problématique, c'est ces graphiques-là. J'ai fait une étude avec un collègue l'année passée, on l'a publié en décembre 2023. Puis j'ai pas mis un miroir dans le milieu de cette diapositive-là, mais on voit que, encore une fois, comme le fardeau de la paperasse est plus élevé, mais là, ici, c'est que moins l'entreprise, là, j'ai ma face là, devant le graphique à gauche, là, mais c'est des entreprises de moins de 5 employés. Ces entreprises-là ne voient pas l'automatisation comme correspondant à leur modèle d'affaires, mais il y a beaucoup de solutions qui peuvent se faire, peu importe le secteur d'activité économique. Bien, plus on va grandir avec le nombre d'employés, plus ils voient le potentiel d'automatiser dans l'entreprise, puis qu'ils font même des investissements à cet égard-là. Ça, il faut travailler là-dessus parce que la majorité des régions ont des entreprises avec peu d'employés. Puis si on veut bien les positionner, bien, il faut qu'ils prennent le virage de l'automatisation. Comment on va aider
ben, il faut diminuer les coûts des investissements qui sont trop élevés. Donc, faire connaître les programmes, bien les adapter pour les PME, bien les faire atterrir dans les régions, puis également ben, réduire le fardeau fiscal qui est trop élevé. Donc, vous pouvez compter sur la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour continuer à aller sonder le pouls, à bâtir des modèles économiques, à communiquer l'information aux décideurs politiques pour justement prendre des décisions qui vont bien outiller les entrepreneurs, qui vont bien outiller les gens qui vont partir, puis les gens qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est en misant sur les PME et nos régions dans les politiques économiques qu'on va s'en tirer gagnant pour tous. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, puis je serais heureux si vous en avez à répondre à vos questions. Si vous êtes intéressé aussi à avoir toutes nos données, bien, elles sont toutes sur notre site web fcei.ca. Donc, merci beaucoup, François, pour ce partage, cette conférence. Et merci pour l'ensemble de l'œuvre, parce que, écoute, tu révèles énormément de chiffres, de statistiques qui sont pertinentes, voire même percutantes. Et à mes yeux, c'est hyper important. L'économie repose, puis tu l'as très bien démontré de par tes chiffres, repose, l'économie d'ensemble du Québec, puis même du Canada repose sur la PME en très forte majorité et c'est important. Une statistique là, que je ne connaissais pas, mais 94% des entreprises québécoises avec moins de 5 employés. Donc, ça démontre vraiment la force et l'impact des PME au sein de notre économie. Donc, encore une fois, un immense merci pour ta conférence, pour ta contribution. Également, tout au long de la présentation de François, vous avez eu à l'écran là, un code QR qui vous permet d'aller chercher une copie de la présentation. Je vous invite également, pour ceux et celles qui considéraient à devenir membre de la FCEI, pourquoi pas aller sur le site et c'est facile de rejoindre le site puis aller chercher de l'information. Donc, c'est très pertinent. Encore une fois, avant de se quitter, vous avez accès aux rediffusions. Donc, la rediffusion de cette conférence-là de ce midi avec François Vincent de la FCEI, ainsi que toutes les autres diffusions des 11 derniers jours. Et il nous reste encore 2 webinaires à venir, celui de demain avec Yves Cameron de la pas la FCEI, mais de la CETEC, du Centre de transfert en entreprise du Québec. Et on a celle de dimanche avec Alex Blouin de Barricade Fiscalis. Donc, vous avez jusqu'au 30 novembre prochain pour aller chercher les rediffusions ou encore voir celles qui s'en viennent demain et dimanche. Encore une fois, un immense merci à vous toutes, à vous tous d'être présents, assidus pour vos commentaires, vos partages et bien entendu pour votre présence. Et encore une fois, un coup de chapeau à Bronco Marketing et à GB Studio pour leur excellente contribution. C'est 2 partenaires de choix que je ne peux pas passer sous silence. Donc, on se dit à demain pour un autre webinaire et encore une fois, merci.